Bien. Merci Solveig pour ces mots très, très agréables. Bon, ils sont partis, mais je remercie Monsieur le Vice-président, Monsieur le Directeur du CESI, chère Claudine, chère Solveig et cher Christophe. Il va être quelque part, pas loin d'ici. Ça a été un grand honneur de lancer ou de co-lancer un peu cette rencontre avec l'idée qui nous avait traversé l'esprit avec Christophe Gremion lorsque nous avions conçu et réalisé l'un des numéros de Phronésis, où on s'était dit c'est intéressant de parler d'alternance, mais il y en a un peu assez d'aborder l'alternance sur un plan stratégique, organisationnel. Je ne vais pas raconter ma vie parce que c'est pas passionnant, loin de là, mais c'est parce que de l'alternance, moi j'en entends parler bien avant même Édith Cresson. Alors Édith Cresson, pour certains et certaines d'entre vous, ça rappellera peut-être des choses. Elle a été première ministre la première femme première ministre de France avant Madame Borne, et elle s'était beaucoup enthousiasmée, passionnée, je n'irai pas jusque-là, mais disons enthousiasmée sur le développement de l'alternance et la relance de l'apprentissage. Quand je dis apprentissage, je entends le contrat. Alors, on va essayer de mettre ça un peu de côté, on va voir pourquoi il faut, selon nous, selon moi en particulier, retrouver la dimension pédagogique, ce que je vais essayer de faire, y compris en allant chercher quelques penseurs qui vont peut-être nous être utiles, et je parlerai aussi de l'apprendre, puisque c'est aussi dans cette perspective-là qu'on a cherché à situer le colloque et qu'on avait déjà un petit peu planifié quand on avait réfléchi à ce numéro de l'alternance. Alors, j'ai pas de PowerPoint, je le regrette, mais j'en ai fait beaucoup de PowerPoint dans ma vie, puis je me suis dit, tiens, et si on se lançait dans une conférence plus classique, avec un texte dont vous serez destinataire, que j'ai transmis à Christophe pas plus tard que ce matin, non pas parce que je l'ai fini ce matin, mais parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai modifié des choses, etc. Donc, vous êtes bien invité, bien sûr, à prendre des notes si le cœur vous en dit, mais vous retrouverez quasiment l'intégralité de mes propos dans ce texte qui fait pas loin de 18 pages, donc vous aurez le temps de regarder ça tranquillement quand vous le recevrez, si le cœur vous en dit, mais il n'y a rien d'obligatoire. Alors, j'avais démarré ce texte-là en reprenant ce que j'ai parfois appelé une vieille idée neuve, c'est-à-dire l'alternance, effet de mode, pédagogie spécifique magnifiée, autant de qualificatifs pour désigner une espérance éducative. L'alternance, c'est d'abord un désir de changement, une rupture avec une pédagogie dont le caractère traditionnel rivalise avec une certaine normalité scolaire. Mais l'alternance, c'est aussi le projet d'occasion d'apprentissage. L'envie d'un autre voyage, un monde analogue, je fais un petit clin d'œil au roman de René Daumal, un ailleurs prometteur, souvent esquissé, mais jamais atteint. Face à tant d'attentes, l'alternance semble avoir su très tôt trouver son contexte d'usage et sa visée pragmatique. Une formation professionnelle modernisée, réinventée, au service d'une synergie enfin réalisée entre l'école et l'entreprise, autrement dit l'expérience d'un triple dessein, instruire, socialiser, qualifier. Mais, plus globalement, au fond, l'alternance exprime aussi le désir de réussir l'adaptation entre l'école et la vie. Mais hélas, cette adaptation de l'école et la vie, ça ne va pas de soi. Alors l'alternance, elle s'est parfois laissée un peu embarquer dans des aspects plus stratégiques, plus politiques, plus organisationnels, qui sont autant finalement de messages, souvent d'ordre idéologique. Alors on va essayer de mettre un peu ça de côté pour aller plutôt sur le terrain de la pédagogie, mais bien évidemment à la condition qu'on puisse définir ce que nous entendons par pédagogie, et c'est l'un des défis que nous allons essayer d'explorer et peut-être de résoudre pendant ces 3 jours. Alors pour répondre à cette question de est-ce qu'il y a une pédagogie oubliée? Est-ce que la pédagogie, finalement, quand on parle d'alternance, en fait, on n'y pense pas, c'est plus l'alternance qui compte que la pédagogie.
Je vous propose deux panoramas, comme autant de points de vue, nous permettant d'observer et d'analyser les différentes manières d'appréhender le construit de pédagogie par alternance. Donc, premier panorama, la pédagogie. Second panorama, l'acte d'apprendre. J'aurais pu mobiliser 4 autres panoramas, le travail, l'expérience, les temporalités et la situation, mais vous devriez les identifier en filigrane des 2 panoramas précédents. Premier panorama, donc, la pédagogie. Pourquoi choisir la pédagogie par alternance plutôt que la pédagogie de l'alternance ou la pédagogie en alternance? C'est pour ça qu'avec Christophe, on avait répondu à ce dilemme en choisissant d'inscrire dans le titre du numéro 12 paru en 2022 les pédagogies de par en alternance. Bon, ce qui peut paraître un peu lourd comme titre, mais qui nous permettait de botter un peu en touche et de ne pas répondre finalement et ne pas obliger à choisir entre pédagogie de l'alternance, pédagogie en alternance ou pédagogie par alternance. Alors moi j'ai décidé de choisir et de vous proposer plutôt la pédagogie par alternance, et pourquoi pas la pédagogie de l'alternance? Parce que selon moi, quand on dit pédagogie de l'alternance, c'est plutôt quelque chose qui porte une certitude, comme si cette pédagogie était non seulement singulière, mais unique au regard de ses attributs. Il y a aussi dans cette idée le fait que la pédagogie va de soi au fond. On parle de la pédagogie de l'alternance, comme on peut parler de la pédagogie par problème ou de la pédagogie par objectif. Cette expression contiendrait en effet un allant de soi aussi puissant qu'il est implicite, l'absence de visée explicative de cette pédagogie. Pour celles et ceux qui reçoivent ce message, l'évidence de l'alternance n'appelle aucune définition ni aucune justification. Nous pouvons penser cette pédagogie de l'alternance comme s'il s'agissait d'une méthode, ce qui explique sans doute en partie pourquoi elle s'inscrit pleinement, selon moi, dans les discours sur l'ingénierie de formation dont parle Michel Fabre, lorsqu'il présente l'ingénierie de formation comme le bureau des méthodes. Quant à la pédagogie en alternance, elle évoque, selon moi, l'habillage pédagogique d'une formation particulière, mais qui ne dit rien, ou en tout cas pas grand-chose, sur ses attributs. On dira la pédagogie en alternance, comme on parlera de la pédagogie en plein air. Lorsque l'on parle de la pédagogie en alternance, on pense à une formation en lien avec l'entreprise. Ça a été rappelé par monsieur le directeur du CESI. En France, on se référera notamment aux dispositifs légaux organisant les formations alternées, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation. En Allemagne, mon cher Volker, et plus généralement dans les pays germanophones, on évoquera le dual system. Dans les 2 cas, la pédagogie en alternance exprime un parcours de formation mis en œuvre avec les milieux professionnels. Dès lors qu'il s'agisse de la pédagogie de l'alternance ou de la pédagogie en alternance, ce qui est au cœur de l'expression et du message, c'est l'alternance. Même si ce concept peut recouvrir plusieurs réalités et plusieurs sous-textes. Le concept de pédagogie n'est donc pas explicité, car l'alternance semble tout dire et tout porter dans ce qu'elle exprime, y compris sa déclinaison pédagogique. A contrario, choisir l'expression pédagogie par alternance, vous allez voir, c'est un peu, ce que je vais dire là, un peu de mauvaise foi, mais je le dis quand même. C'est entrevoir des configurations pédagogiques différentes et probablement des qualificatifs distincts d'une pédagogie par alternance à une autre, voire des dessins différents. Pédagogie et alternance sont 2 notions associées dans une même expression, mais elles sont davantage juxtaposées que mises en dialogue. C'est dans cette perspective que je vais développer le regard pédagogique sur l'alternance, ce premier panorama pouvant porter comme titre « Tout sauf la forme scolaire et la pédagogie traditionnelle ». Jean Housset, que vous aurez le plaisir d'écouter vendredi, souligne que la pédagogie traditionnelle demeure dominante dans les contextes éducatifs contemporains, même si les questions adressées à celle-ci soulignent sans cesse les tensions entre l'école et la vie. Ces tensions s'inscrivent dans un long et récurrent affrontement entre la pédagogie traditionnelle et d'autres configurations pédagogiques. D'ailleurs, la pédagogie traditionnelle se définit principalement dans ses rapports au monde et à la vie réelle, et plus particulièrement dans ses rapports entre la contemplation et le travail. Si l'école doit avoir des liens avec la vie, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Jean Housset, c'est parce qu'elle est et doit être le lieu de l'apprentissage professionnel de la vie sociale. Cela tend à considérer que le sujet social est d'abord un sujet que l'on socialise, certes, mais que l'on professionnalise aussi dans le cadre scolaire, et uniquement dans le cadre scolaire.
Dès lors, la pédagogie traditionnelle tend à faire de l'élève un résistant à la vie sociale, considérant que cette dernière est la source de tous les maux. Pour les élateurs de cette pédagogie traditionnelle, il convient donc de se tenir à l'écart de l'extérieur, qu'il s'agisse des parents, avec la mise à l'honneur par les jésuites des internats, ou des fabriques, au lieu des exploitations des enfants. Lars Goetsch rappelle l'existence et le développement pendant l'ère industrielle en Suisse, dès le milieu du XXe siècle, au sein des Fabrikleur-Kinder, plus ou moins l'accent, ces lieux où on exploitait des enfants principalement dans les industries textiles. La vie sociale n'est donc pas, pour les partisans de la pédagogie traditionnelle, une finalité ni même un eldorado de la vie des adultes. Elle porte en elle les stigmates de la souffrance et donne à voir du travail un univers hostile. La pédagogie traditionnelle, même si elle est pensée comme un lieu clos, donc préservé des vicissitudes de la vie sociale, n'en est pas moins source de critique. Mais elle demeure insensible à l'exposé argumenté de ses limites. Elle perdure encore aujourd'hui dans un grand nombre de pays. Le changement pédagogique ne s'opère pas. La disparition de la pédagogie traditionnelle n'est donc pas assurée tant ses attributs peuvent aussi se draper dans les oripeaux de la vertu. Housset assigne à la pédagogie traditionnelle 7 caractéristiques. Et je vous propose, dans les prochains jours, d'essayer de voir si ces 7 caractéristiques-là, finalement, on ne pourrait pas les retrouver aussi dans certaines pédagogies de l'alternance ou par alternance. Première caractéristique, centralité du maître dans le pilotage de la situation didactico-pédagogique. Impersonnalité de la relation maître-élève, asymétrie stricte, en particulier sur le pouvoir de la relation entre le savant et l'ignorant, transmission d'un savoir coupé de la vie, idéal éducatif très normé, constitué de règles à respecter, obligation d'obéir au maître et à l'institution, allégeance à l'autorité et à celles et ceux qui l'incarnent, dispositif bureaucratique encadrant cette pédagogie traditionnelle, mise en valeur du modèle charismatique du maître, celui qu'il convient d'imiter, visant à dresser les consciences et ainsi éteindre le libre arbitre des élèves. C'est pourquoi l'alternance comme figure pédagogique est pensée à l'instar d'autres éducations comme une alternative à l'éducation scolaire et à sa pédagogie représentative, la pédagogie traditionnelle. Alors, les pionniers de l'éducation nouvelle, comme les porteurs de l'éducation populaire, n'auront de cesse de réclamer la fin, pour ne pas dire la mort, de la pédagogie traditionnelle. Que ces militants pédagogiques émanent de l'école républicaine, de l'enseignement privé, et tout particulièrement de certaines congrégations religieuses, de mouvements laïcs ou encore du scoutisme, ces acteurs engagés proposeront d'autres pédagogies fondées sur la rupture. Citons Daniel Hamlin lorsqu'il écrit « Définir et caractériser une pédagogie, c'est exprimer des valeurs et des principes, c'est convenir qu'il est nécessaire pour penser la ou une pédagogie de se référer au discours que toute société entretient sur l'éducation. » Si l'on souhaite plus précisément dégager et expliciter les attributs de telle ou telle pédagogie, incluant la pédagogie par alternance, en les affirmant comme des pédagogies en rupture avec la pédagogie traditionnelle, encore convient-il de vérifier en quoi elle se démarque des attributs de cette pédagogie traditionnelle. D'ailleurs, ce que je vous disais à l'instant, si on s'essayait à transposer les 7 caractéristiques de la pédagogie traditionnelle exposée par Jean Housset aux pédagogies se réclamant de l'alternance, on prendrait peut-être le risque de découvrir d'étranges similitudes entre la tradition et la rupture. La raison à cette désertion de l'argumentaire pédagogique de l'alternance tient à 2 réalités. Les politiques de formation professionnelle, déployées dans différents pays depuis les années 50, et la priorité attribuée au travail dans la conception d'une ingénierie de l'alternance au détriment d'une réflexion sur l'éducation et sur ses fins. Les discours sur l'alternance n'expriment pas seulement un autre chemin et une alternative éducative et pédagogique à l'école, ils s'imposent aussi par 4 réalités, celle des emplois, celle de la qualification, celle de la certification et celle de la reconnaissance sociale et professionnelle. Outre la problématique des emplois, celle de la qualification est à poser. Comment qualifier et donc former aujourd'hui des travailleurs dans un délai de plus en plus court et sans recourir à un dispositif lourd à gérer? Cela tend d'ailleurs à poser la question de savoir qui pilote l'ingénierie des parcours qualifiants.
Sont-ce les centres de formation, mobilisant de facto davantage les formateurs professionnels de la formation que les professionnels mentors? Ou sont-ce les entreprises? Nous pouvons identifier dans cette question la récurrente interrogation sur les organisations du pouvoir de former et de qualifier. Doit-on déléguer cette tâche à la seule puissance publique? Doit-on laisser aux entreprises et aux branches professionnelles le soin de concevoir, de mettre en œuvre, voire d'évaluer les parcours de professionnalisation? Ou doit-on penser à un partage du pilotage de cette ingénierie de la professionnalisation entre les entreprises et les organismes de formation? Les questions de coordination, de collaboration et de coopération se posent alors et conduisent souvent les acteurs à négocier entre eux le pilotage de l'ingénierie de formation. Mais souvent, ces négociations révèlent les différences de point de vue de chacun des protagonistes des formations alternées. Ces différences sont significatives. Elles portent tout autant sur les contenus de formation, sur les partages de responsabilités concernant la formation, sur les modalités d'accompagnement des stagiaires, sur le tutorat, sur les modalités de certification. Dès lors, interroger la mise en œuvre et la faisabilité de l'alternance, et donc poser cette question du pouvoir sur le développement et la mise en œuvre de dispositifs et de parcours professionnalisants, question qui s'inscrit dans une histoire souvent conflictuelle des rapports entre l'État et les entreprises et qui exprime in fine différentes conceptions des rapports entre la formation et le travail. Et la pédagogie dans tout ça, reléguée souvent à servir d'alibi aux discours et aux messages sur les biens fondés d'une certaine vision de la formation professionnelle. Au regard de ces cadres politiques, des emplois, de la qualification, de la certification et de la reconnaissance professionnelle, l'alternance est donc toujours pensée comme une ingénierie. Autrement dit, comme le soulignent Samuel Renier et Catherine Guillaumin, comme une modalité organisationnelle portant en elle les finalités multiples constitutives d'une double professionnalisation, celle des professions et celle des parcours. Dans ces deux configurations de la professionnalisation, le travail est au cœur du dispositif. C'est donc bien autour du travail et des emplois que se déclinent les cadres politiques que nous venons de présenter brièvement. Mais le travail s'invite aussi dans les débats sur l'ingénierie de formation et dans une certaine mesure dans les discussions visant à dessiner un apprendre par alternance. Fin du premier panorama. Deuxième panorama, l'acte d'apprendre. Les ingénieries de formation prenant en compte une conception de la formation fondée sur un apprentissage au travail, je pense à l'ouvrage de Durand et Bourgeois, se multiplient depuis quelques années, même si elles relèvent pour la plupart de secteurs restreints. Le compagnonnage, les maisons familiales rurales, les centres éducatifs familiaux de formation par alternance, certaines congrégations religieuses à nouveau. Trois patrimoines éducatifs et formatifs sont constitutifs de ces nouvelles ingénieries de l'apprentissage au travail. Le patrimoine de l'éducation nouvelle, le patrimoine de l'éducation populaire et le patrimoine non négligeable des disciplines scientifiques ayant pour projet l'analyse du travail et plus spécifiquement l'analyse de l'activité du travail. Nous laisserons les deux dernières pour nous concentrer sur l'éducation nouvelle et pour voir dans quelle mesure elle nous donne déjà quelques pistes intéressantes peut-être pour dessiner une réflexion pédagogique en contexte d'alternance. Rappelons que pour l'éducation nouvelle, la question du travail se pose principalement dès la lecture et l'analyse des textes de Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques. Elle constitue une question récurrente des héritiers de la pensée rousseauiste, comme Pestalozzi, que je vais présenter, et plus généralement des militants de l'éducation nouvelle, comme Célestin Freinet notamment. Nous allons donc convoquer l'œuvre de Johann Heinrich Pestalozzi pour mettre en évidence de quelle manière l'un des penseurs de l'éducation nouvelle pense les rapports entre éducation et travail. En convoquant une lecture de l'œuvre éducative de Rousseau, nous pourrions y trouver matière à justifier une apologie de l'alternance, nous dit Michel Souettard. Que nous pensions que l'œuvre de Rousseau défende une éducation sanctuarisée, à l'abri d'une société aliénante, ou que nous considérions aussi que Rousseau se fait le zélateur d'une éducation par le travail. Différentes interprétations ont pu laisser penser que l'éducation nouvelle, à l'instar de la pensée rousseauiste, ait pu inspirer et favoriser l'essor d'un enseignement professionnel et technique que la révolution industrielle réclamait. Si Rousseau affirme le primat de l'expérience sur toute théorie, Pestalozzi, lui, souligne aussi combien l'usage de ces expériences n'a de sens
qu'en les analysant à la lumière de théories et de savoirs qu'il convient de convoquer. Pestalozzi illustre par l'affirmation de cet ancrage des savoirs dans le réel de l'existence humaine l'importance de penser les rapports entre l'éducation et la vie comme un dialogue en interdépendance et en harmonie, ce dernier terme étant d'ailleurs fréquemment utilisé par Pestalozzi lui-même. L'éducation nouvelle ne peut faire sienne la pédagogie par alternance sans un examen minimum préalable de ses principes, de ses finalités et de ses valeurs. Dans cette perspective, l'œuvre de Pestalozzi, ce que Michel Souettard nomme l'industriel pédagogue, pourrait a priori annoncer en quelque sorte une pédagogie par alternance. En effet, Pestalozzi fonde des situations éducatives prenant appui sur des situations de travail. Il rêve d'une micro-société, racontée dans l'expérience du Neuhoff, dans laquelle l'éducateur, selon un processus autogéré, crée les conditions de la convergence du statut d'élève, du statut de travailleur et du statut de citoyen. Mais cet idéal se heurte aux réalités du quotidien. Comme le soulignait M. le directeur du CESI tout à l'heure, on se confronte rapidement au réel. Pestalozzi est confronté aux exigences des clients de son entreprise. Alors, au départ, c'est une entreprise plutôt agricole, et puis il va construire et va concevoir une entreprise de coton. Des intérêts progressifs des enfants soumis à un travail pénible, attentes des parents dont certains souhaiteraient qu'ils puissent directement exploiter le fruit du travail de leurs enfants. Par l'évocation de ce contexte qu'affronte Pestalozzi, nous ne sommes pas si éloignés des quatre réalités de la formation professionnelle évoquées précédemment, la réalité des emplois, celle de la qualification, celle de la certification et celle de la reconnaissance sociale et professionnelle. Dès lors, le projet éducatif de Pestalozzi, cherchant à mieux articuler les situations éducatives et les situations de travail, se heurte aux contingences des réalités socio-économiques. Il est contraint de fermer l'entreprise, mais il poursuivra son idéal éducatif et son grand dessein pédagogique au travers d'un roman, Léonard et Gertrude. Sa proposition fictionnelle permet ainsi à Pestalozzi de finaliser son projet éducatif en instituant dans la classe et dans l'école la convergence des situations, la convergence des statuts et des rôles et des fonctions. L'élève, le travailleur, le citoyen, on pourrait rajouter le croyant, réunis dans un même lieu, la classe, et accompagnés par l'éducateur du peuple. Dès lors, ne serions-nous pas en présence ici d'une alternance intégrative et d'une situation d'apprentissage au travail? Mais quelle est la posture qui doit prédominer dans la classe? Est-ce l'élève apprenant, l'élève travailleur, l'élève citoyen, voire l'élève croyant? Comment dès lors prendre appui sur l'une ou l'autre de ces postures pour fonder et instruire un projet d'éducation qui soit d'abord et avant tout un projet d'émancipation par l'enfant et pour l'enfant? En posant avec Pestalozzi ces questions du sens de l'éducation, nous retrouvons le clivage axiologique et le dilemme praxéologique entre une lecture utilitariste de l'alternance au service d'un modèle socio-économique et une lecture pédagogique de l'alternance au service d'un projet émancipateur de l'éduqué. Finalement, Pestalozzi choisit de résoudre ce choix cornélien entre pédagogie et travail en se faisant le défenseur d'une méthode d'éducation morale fondée sur une pédagogie du cœur, tout en introduisant les premiers apprentissages de l'intelligence et en initiant les enfants aux travaux agricoles et industriels. Cette méthode s'organise autour de l'articulation de trois pédagogies: la pédagogie de l'intelligence, centrée sur les apprentissages fondamentaux, la pédagogie du cœur visant l'éducation morale, et la pédagogie de la main au service d'une éducation physique et professionnelle. Pestalozzi transforme le dilemme rousseauiste du rapport entre culture et éducation en un puissant principe pédagogique, faire sens des différentes situations et des activités rencontrées par l'enfant. La méthode Pestalozzi est au service du croisement des expériences humaines et des contraintes sociales. Si l'on projette et l'on extrapole aujourd'hui cette méthode dans le paysage des ingénieries de l'alternance, nous pourrions considérer que la mise en stage des alternants vise tout autant la mise en sens des apprentissages que l'apprivoisement par l'alternance des lois sociales, des codes, des normes et des règles constitutives des organisations de travail. Chez Pestalozzi, l'affirmation du principe de l'activité de l'enfant fait de cet enfant un sujet en dialogue avec son environnement. Cela souligne ainsi l'importance pour lui de préparer l'enfant à rétroagir aux sollicitations sociales et professionnelles. Il insiste pour favoriser une éducation du partage,
une éducation de la collaboration et de la solidarité qui souligne combien les échanges entre pairs participent pour lui de la réussite des apprentissages et justifient l'intervention des éducateurs, maîtres et tuteurs. Dans cette évocation du tutorat, Pestalozzi définit un processus de transmission qui s'achève à l'aune de l'accès de l'enfant à l'autonomie et au principe de liberté qui doit régler son action. Il encourage le détour par les travaux manuels, mais il s'agit d'un travail sous surveillance de l'éducateur. En valorisant le travail, Pestalozzi s'extrait du principe de clôture imposé par l'école traditionnelle, mais il n'abandonne pas l'enfant aux contingences et aux exigences sociales. Le travail manuel reste pour Pestalozzi un chemin obligé, en quelque sorte un prétexte et une opportunité à saisir. Mais pour lui, la finalité éducative demeure l'émancipation de l'enfant. Elle n'est pas le travail. Dès lors, comment lire et interpréter cette belle idée d'émancipation à la lumière des ingénieries contemporaines de l'alternance et des ingénieries du travail, le travail étant souvent, pour ne pas dire toujours, considéré dans ces différentes ingénieries comme le cœur des situations formatives. Rappelons que chez les précurseurs de l'éducation nouvelle, la finalité de l'émancipation est double. Utilitariste, dans la mesure où elle est la garantie de l'autonomie du sujet, dans la conduite de ses activités quotidiennes, mais aussi contemplative, en ce sens que l'émancipation, c'est chercher à devenir maître de sa raison à des fins d'accès à la sagesse socratique et à la conception aristotélicienne de l'homme vertueux. Nous voyons bien ici qu'interroger le rapport au travail, c'est proposer une lecture dialogique, voire dialectique du rapport entre l'école et la vie. C'est poser la question des fins et des moyens d'éducation. C'est chercher à définir la visée émancipatrice de l'ambition éducative, loin de toute arrière-pensée idéologique et de toute ambition politique. C'est enfin admettre que la pédagogie n'est point pédagogisme, au sens où celle-ci ne peut prétendre à l'affirmation de vérité et de dogme. Les pionniers de l'éducation nouvelle, en particulier Pestalozzi, en admettant et en acceptant cette impossible conciliation entre l'école et la vie, en refusant cette irréductible proximité entre contemplation et travail, accepte de jouer de cette tension dialogique, voire dialectique, entre la réflexion et l'action. Il propose alors que cette tension soit un gage de l'autonomie et de l'émancipation de l'enfant. Sans réflexion, nous dit Pestalozzi, il ne peut y avoir de mise à distance de l'action, ni de mise en question de sa visée utilitariste, fonctionnaliste et productive, ni de mise à l'écart de ses contingences sociales. Sans action, la réflexion tourne à vide, au risque de laisser s'échapper et de s'éloigner la mise en sens des savoirs. Pestalozzi légitime le rapport entre éducation et travail comme s'il s'agissait de gérer une tension entre instruction et socialisation, à partir d'une posture idéologique que l'on pourrait qualifier de conscientisation critique, en référence à l'œuvre de Paulo Freire. Agir n'est possible que si la réflexion, autrement dit l'appel à la raison, constitue un prélude à une approche réflexive de l'activité afin qu'elle devienne raisonnable pour et par le sujet, c'est-à-dire rationnellement accessible. La réflexion ne peut aller sans réflexivité. La réflexion n'a aucun sens si elle se borne à n'être que contemplation de l'activité. Pestalozzi nous alerterait aujourd'hui sans doute sur les excès de la réflexivité lorsque celle-ci devient le paradigme de toute analyse de l'activité et que seule l'analyse suffit pour apprendre des situations. Une ligne force est omniprésente dans la proposition pédagogique de Pestalozzi, une éducation émancipatrice, autrement dit viser l'émancipation de l'éduqué, ce que ne cherchent pas aujourd'hui la plupart des formations professionnelles. Ce n'est pas leur priorité. Elles sont principalement pensées et organisées pour servir le projet de mieux articuler le travail et la formation. Ça devient une quasi-obsession. Dès lors, la pédagogie par alternance n'est-elle pas au milieu du gué, coincée entre une pédagogie de l'apprentissage et une pédagogie de l'analyse de l'activité. Pour terminer cette réflexion, nous proposons dans ces derniers moments, j'ai écrit dans ces dernières pages, c'est pour ça que j'hésite, de décider une pédagogie par alternance, ce que nous définirions comme une dialectique de l'intermittence. À quelles conditions la pédagogie par alternance pourrait-elle s'affirmer sans complexe comme une pédagogie de l'apprentissage ? Vouloir relier l'acte d'apprendre et la pédagogie va-t-il de soi ?
Nous pouvons en douter si nous convoquons de nouveau la définition proposée par Jean Housset. Dans cette définition, nul apprendre invoqué, aucune référence à une pédagogie de l'apprentissage. D'ailleurs, Marguerite Alté, en 2013, ne distingue-t-elle pas pédagogie et apprentissage? Dès lors, certaines pédagogies ne viseraient pas l'apprentissage? Si néanmoins l'on cherche à relier pédagogie et apprentissage, ne faudrait-il pas poser au préalable les questions des fins et des moyens de l'éducation? Dans cette perspective, prenons appui sur la thèse développée par Olivier Reboul, considérant qu'il n'y a pas d'éducation sans valeur, mais de quelle valeur parle-t-on? Qui détermine les valeurs à transmettre dans le cadre d'une éducation aux valeurs? Éduquer et former, telles sont les missions de tout éducateur et de tout formateur, chacun d'entre eux portant la valeur de l'éducation. Reboul définit cette valeur sous deux angles, l'éducation et l'apprendre. Je le cite, « Il n'y a pas d'éducation sans valeur, car éduquer, c'est faire passer quelqu'un à un état qu'on estime meilleur. Apprendre, c'est se délivrer d'une ignorance, d'une incertitude, d'une maladresse, d'une incompétence et d'un aveuglement. Au fond, c'est parvenir à mieux faire, à mieux comprendre, à mieux être. Or, qui dit mieux, dit valeur, nous dit Amélie. Dans les travaux et écrits traitant de l'acte d'apprendre, et tout particulièrement les textes proposant une réflexion sur l'apprendre en formation professionnelle, ce que j'ai tenté dans différents textes, peu l'abordent à partir de la valeur de l'éducation, si ce n'est en la déclinant autour de la question des finalités de la formation. D'ailleurs, lorsque ces publications abordent la thématique de l'apprendre ou de l'apprenance, il est légitime de se poser la question suivante, mais de quel apprendre s'agit-il? Comme tout à l'heure on se disait, mais de quelle pédagogie s'agit-il? De celui porté par la psychologie cognitive, de l'apprendre défendu par la psychologie sociale, ou s'agit-il d'un apprendre qui ne se déclare pas comme tel, toujours en embuscade, tapi dans l'ombre des théories de l'analyse de l'activité? Pour définir cet apprendre en contexte d'alternance, il convient non seulement de caractériser le fondement épistémologique et le cadre théorique de cet apprendre si particulier, mais aussi d'explorer les différentes pédagogies susceptibles de servir un acte d'apprendre, mis en dialogue, et pas seulement en contexte, avec les différentes configurations de l'alternance. En disant ça, nous cherchons à relier pédagogie et acte d'apprendre en posant la pédagogie comme un cadre de l'action éducative, visant à créer les conditions d'un apprentissage d'autrui. La pédagogie serait alors l'examen des différents chemins pour créer les conditions de l'apprentissage d'autrui. Ne souhaitant pas nous enfermer dans une alternance codifiée par les différentes formes ou modèles de l'ingénierie de formation, nous proposons de solliciter, c'est l'un de mes derniers auteurs que je vais citer, de mes penseurs, l'œuvre de Gaston Bachelard et les interprétations de l'œuvre bachellardienne par l'un de ses meilleurs spécialistes dans le champ de la philosophie de l'éducation, j'ai nommé Michel Farah. Afin de dépasser les propositions de la didactique professionnelle, fortement orientée vers le but de l'action, Michel Farah propose de convoquer la pensée bachelardienne à partir de ses propres travaux sur l'acte de problématisation. Bachelard considère que traiter un problème, c'est contrôler sa pensée, se dédoubler intérieurement en maître et disciple. La pensée de Bachelard considère l'obstacle non comme un problème concret à résoudre, mais comme une discontinuité épistémologique. L'acte d'apprendre chez Bachelard se présente donc comme une rupture épistémologique. Cette rupture exprime la construction d'une connaissance nouvelle contre une connaissance antérieure. La connaissance se met en place par opposition à une connaissance antérieure, et à partir de ce cadre de référence, nous pouvons penser l'acte d'apprendre non plus comme un processus temporel linéaire, mais comme un processus temporel discontinu. Autrement dit, nous considérons que la situation d'apprentissage se déroule et s'organise selon une suite d'instants féconds, terminologie utilisée par Gaston Bachelard, conduisant in fine à la construction de la connaissance, ces instants rendus féconds par la mise en sens de situations problématiques. Bachelard parle d'une pédagogie du discontinu pour exprimer cette conception-construction non linéaire de l'acte d'apprendre. Cette thèse de la présence d'instants féconds, à l'intérieur desquels se mettent en place des éléments menant à un apprendre en acte, permet d'appréhender, dans des contextes de formation se réclamant de l'alternance, les situations de travail et les situations de formation, non plus comme une alternance de moments, mais bien comme un alliage de temporalité nécessitant pour prendre sens de répondre à une situation problématique.
En formation, si une situation formative ou une situation de travail est habituellement située dans le temps du parcours de professionnalisation, la situation d'apprentissage vise quant à elle à articuler les différentes situations et donc les différents temps corrélés à ces situations. Mais la situation d'apprentissage, parce que portant en elle un problème à résoudre, peut pleinement extrapoler la convocation d'autres temps, identifiés par l'apprenant comme des instants possiblement féconds, dans le sens où ces instants renvoient à des expériences du sujet et expriment des situations qui ne sont pas nécessairement scandées et rythmées dans le parcours de professionnalisation. Penser une situation d'apprentissage, c'est donc considérer la notion de temps non comme une entité prédéfinie ayant une durée globale déterminée, disposant de places prédéterminées dans le parcours de professionnalisation, mais selon la conception bachelardienne du temps comme la synthèse d'une succession d'instants féconds, qui, convoqués à dessein, parce que mis en sens au regard d'un problème à résoudre, sont pensés et agencés afin de favoriser une rupture épistémologique. Dans les formations et les pédagogies sur l'examen de l'alternance, le concept d'alternance contient en lui deux messages. Premier message, le temps est figé entre trois sous-temps. Le temps de la formation, le temps du travail et le temps du stage. Deuxième message, alterner consiste donc à faire passer le formé d'un temps à un autre, sans qu'il n'y ait nécessairement de dialogue entre ces différentes situations et ces différentes temporalités. Dès lors, ne faudrait-il pas abandonner le concept même d'alternance ? Car selon nous, l'acte d'apprendre n'est possible que si l'on envisage des dialogues de situation et in extenso, des dialogues d'instants féconds, seul temps pensé comme des moments exclusivement orientés vers le problème à résoudre. Pour appuyer et pour terminer cette thèse, convoquons un nouveau Bachelard. Pour l'auteur du nouvel esprit scientifique, deux actes d'apprendre se répondent dans un même mouvement. L'apprentissage pour soi, la thèse du maître intérieur, et l'apprentissage par autrui, j'apprends d'eux et par l'autre. Nous souhaitons ainsi souligner la dualité dialogique de l'acte d'apprendre. C'est en faisant dialoguer ce que j'apprends de moi et pour moi, et ce que j'apprends d'autrui et par autrui, que la rupture épistémologique dont parle Bachelard est possible. Mais si l'on veut que l'acte d'apprendre soit pensé aussi comme une dialectique constitutive d'une nouvelle connaissance, et pas seulement comme un dialogue contributif de cette nouvelle connaissance, il est important de ne pas réduire cette dimension dialogique de l'acte d'apprendre à un simple échange entre les différents acteurs du parcours de professionnalisation. Notamment s'il emporte dans ce dialogue l'éternelle question du rapport de pouvoir entre professionnels experts et professionnels novices. Pour que la dialectique de l'apprendre fonctionne, il faut que les relations ne soient pas le théâtre de la seule dualité dialogique entre deux protagonistes, le formateur, incluant le tuteur, et le formé, en particulier si l'un est mandaté comme l'expert, autrement dit comme le maître, porteur du travail prescrit et idéalisé, constitué de règles et de normes et qu'il convient de transmettre. La relation dialectique entre professionnels, qu'ils soient experts ou novices, formateurs ou formés, qui s'agit dans l'acte d'apprendre en contexte d'alternance, doit laisser place à une surveillance intellectuelle de soi, nous dit Bachelard, et à une réciprocité éducative constitutive de l'adresse à autrui. La relation dialectique entre professionnels, les experts et les novices, magnifie alors le cogito dédoublé et pluriel de Bachelard. Mais pour que ce cogito d'équipe fonctionne, il faut que chacun des protagonistes apprenne de l'autre, tout en activant ses propres fonctions de surveillance. Si j'ai une idée que je soumets à mon collègue, notre dialogue est sous-tendu par un contrat implicite qui peut s'exprimer ainsi. Moi, tour à tour, maître et disciple de moi-même, je te prends à témoin, toi, mon alter ego. Ce que je viens de penser, ce que l'élève en moi vient de trouver, le maître qui est en moi te le propose, à toi mon disciple, afin que le maître qui est aussi en toi puisse en juger, comme j'en juge en te l'enseignant. Pour Bachelard, il y a au cœur de tout dispositif éducatif une relation maître-disciple qui repose sur une parité de fonctions et de statuts, sur une mutualisation, autrement dit sur un partage des expériences humaines et sur une réciprocité de la relation éducative. À cet égard, les théories d'analyse de l'activité comme les théories d'analyse de la pratique semblent parfois nous éloigner de la proposition bachelardienne. Ces théories installent implicitement une différence de rôle entre les protagonistes de la situation, une différence de statut, voire une différence de fonction quant au processus même d'analyse, tous deux n'étant pas toujours des analystes en mesure d'interroger leur maître intérieur.
Cela supposerait qu'avant toute tâche visant l'accompagnement d'un novice, tout professionnel expert ait fait ce travail d'intériorisation de ses pratiques et puisse identifier progressivement les différentes manières et les différents instants féconds par lesquels et avec lesquels il a appris son métier. Dans cette perspective, l'auteur du rationalisme appliqué nous invite à distinguer le dominus du magistère. Le magistère est bien cette figure particulière du maître intérieur au service de l'émancipation intellectuelle du formé. Il s'oppose alors au dominus, figure incarnant le pouvoir et la domination d'autrui. Si l'on souhaite inscrire la posture du magistère au sein même d'un processus d'analyse, que l'on pourrait déployer dans toute formation professionnelle, il conviendrait de changer de valeur. Pour Bachelard, l'acte d'apprendre ne vise donc pas l'inculcation d'un modèle à imiter, il est résolument un apprentissage transformateur et émancipateur, prenant appui sur la fonction du maître intérieur, condition posée aux formateurs et aux tuteurs, pour habiter et mettre en œuvre le magistère. Si les formations professionnelles peuvent conserver le travail comme terrain de jeu d'apprentissage, encore est-il nécessaire d'interroger le sens du travail pour en extraire sa valeur éducative et pour faire, in fine, de tout éducateur un magistère. Pour conclure, trop souvent en formation professionnelle et dans les configurations éducatives se réclamant de l'alternance, la relation éducative a été pensée comme une relation verticale, où le pouvoir du savant et de l'expert, autrement dit le dominus, est mis en avant au détriment d'une relation horizontale nourrie de la figure du père accompagnant. En particulier dans les formations professionnelles où coexistent plusieurs apprenants, incluant formateurs et tuteurs, il est nécessaire sans aucun doute de créer les conditions d'un double apprentissage. L'apprentissage pour soi et l'apprentissage par et avec autrui. Ce double apprentissage exprime ce que j'appelle une dialectique de l'apprendre. Et cette dialectique de l'apprendre repose en grande partie sur une relation éducative qu'il convient d'inventer, de réinventer et surtout de caractériser. Si pour l'enseignant, la relation éducative peut s'exprimer comme une adresse à autrui, qui est le projet d'apprentissage transformateur de l'élève, pour le médecin, l'adresse est le projet d'un mieux-être du patient. Pour le conseiller, l'adresse incarnera un projet d'aide à la décision du sujet, sollicitant ce conseil. Dans ces trois exemples, l'adresse à autrui vise à en apprendre, autrement dit un mieux-être, dans le sens d'Olivier Reboul. C'est une valeur incontestable, spécifique de cette activité des professions de la relation éducative. En affirmant cela, nous extrapolons la raison d'être des professions s'adressant à autrui. En étudiant cette activité d'adressage à autrui, une réalité s'impose, celle d'analyser la relation transformative et transformatrice entre deux personnes et sur les mêmes personnes, voire par les mêmes personnes. Cela nous renvoie à la définition même de la pédagogie que propose Jean Housset. L'autrui, autrement dit cet autre, est tout autant celui qui s'adresse que celui qui reçoit cet adressage. S'adresser, nous dit Augustin Mutual, constitue bien une entreprise d'entrée en relation avec autrui en tant que porteur d'un message, mais ce message s'ouvre sur une réalité plus large parce qu'en face du professionnel, il y a une personne qui répond et des personnes qui se transforment, professionnels et bénéficiaires de l'intervention du professionnel. La relation éducative se construit alors dans cette certitude-incertitude de la réciprocité, dans le constat d'une asymétrie et dans la conviction d'un partage de ressources et de valeurs. Mais pour faire tout cela, il faut laisser du temps au temps. Autrement dit, repenser les temporalités de la formation professionnelle. Sans doute faut-il se rappeler l'importance des instants féconds dont nous parle Gaston Bachelard, susceptibles de répondre aux situations problématiques qui ne peuvent se réduire à des situations scolaires ni à des situations professionnelles. Pour cela, il est nécessaire que l'appréhension des temporalités de la formation intègre que l'acte d'apprendre réclame une temporalité longue, éloignée des contingences et des contraintes imposées par l'ingénierie de formation, qu'elle se réclame ou non d'une ingénierie de l'alternance. Si le temps de la formation est l'un des temps de la vie, il n'est pas le temps de l'esprit, propice à apprendre. En décrivant cela, nous cherchons à installer la question de la relation à soi et à l'autre comme le cœur de toute situation formative. Dès lors, la pédagogie serait bien cette mise en analyse et cette mise en abîme de la situation éducative pensée à des fins d'apprentissage et de transformation.
Mais comment accompagner cette dialectique de l'apprendre dans un temps contraint, celui de la formation professionnelle? Est-ce que l'alternance comme ingénierie ne réduirait-elle pas l'horizon des temps de l'apprendre? L'œuvre de Bachelard, conjuguée à celle de John Dewey, dont nous parlera demain, je crois, ou peut-être tout à l'heure, Samuel Renier, nous conduit à repenser les temporalités et tout particulièrement les temps de l'apprendre et de l'éducation. En distinguant le temps de la pensée et le temps de la vie, Bachelard rappelle que le temps de l'esprit a une action en profondeur sur des plans différents de son propre temps de déroulement. Les instants féconds dont parle Bachelard témoignent des intermittences des apprentissages. Ils ne résistent guère à la planification des situations formatives corrélées à des situations de travail. Dès lors, il ne convient de ne pas penser les temps des apprentissages comme des temps de la formation linéaire, continue et composée d'étapes interdépendantes et dont la logique structurelle et organisationnelle serait de répondre à des usages préparatoires, planificatoires et opératoires. Les temps de l'apprendre, même si cet apprendre est installé dans une configuration formative se réclamant de l'alternance, ne peut se réduire à une dialectique d'événements signifiants et d'incidents reconnus comme dépourvus de signification. Dans cette perspective, la notion d'intermittence, c'est justement reconnaître au contraire la discontinuité des apprentissages et leurs irrégularités, dans le sens où il convient d'admettre que l'acte d'apprendre ne se décrète pas, ni ne s'impose à qui que ce soit, encore moins ne s'annonce et ne se met en œuvre contre le temps du sujet et contre le temps de l'esprit. Dès lors, comment inventer une pédagogie de l'intermittence qui envisage les temps comme des marqueurs de situation et dont la finalité intrinsèque serait l'apprendre? Il s'agit bien de définir préalablement cet apprendre en convoquant une fois encore Olivier Reboul. Il y a donc aujourd'hui nécessité d'inventer une pédagogie d'intermittence en dialogue fécond avec la pédagogie dont la définition proposée par Jean Housset épouse les attributs de cette dialectique de l'apprendre. Un enveloppement mutuel et dialectique, nous pourrions ajouter réciproque et partagé, de la théorie et de la pratique éducative par la même personne sur la même personne. Cette pédagogie d'intermittence, au service d'une mise en valeur de la dialectique de l'apprendre, prendrait en considération la réalité suivante. Le temps de la formation doit être épousé le plus souvent possible, en s'extrayant d'une construction linéaire du temps de la prophétisation, le temps de l'esprit, donc de l'apprendre. L'intermittence soumet l'acte d'apprendre et la pédagogie qui porte cet acte à l'acceptation de mouvements sporadiques d'apprentissage et de situations éducatives occasionnelles et irrégulières. L'intermittence s'est confrontée différents temps, notamment le temps de la vie et le temps de l'esprit. L'intermittence, enfin, c'est d'admettre que les instants féconds sont à saisir indépendamment du parcours de professionnalisation. Car cette capture des instants féconds n'est rendue possible que par une mise en problème de situations expérientielles. En considérant une pédagogie d'intermittence, nous conférons au temps heureux des apprentissages une double fonction, celle d'admettre le caractère désordonné, voire imprévisible de l'acte d'apprendre, et celle de situer occasionnellement des respirations dans les apprentissages, retrouver le sens des intermèdes ou des interludes qu'on retrouve au théâtre ou à l'opéra. Rappelons que la formation des intermèdes est en effet d'être entre deux mouvements ou deux actes. Cela permet au spectateur de se décentrer du narratif de l'histoire. Cela l'invite aussi à analyser ce qu'il vient de voir et d'entendre. Cela peut préparer aussi le passage à une nouvelle situation narrative. L'intermède est donc bien cet art de l'entre-deux, et pas du en même temps. Si l'on installait les intermèdes dans les formations professionnelles se réclamant de l'alternance, nous pourrions imaginer que ces entre-deux seraient bien au-delà des stages, des occasions de créer des tiers-lieux, autrement dit des temps d'analyse de ce que l'on a appris de soi et d'autrui, et de ce qu'il reste à apprendre. Cela favoriserait de toute évidence le transfert des premiers apprentissages dans de nouvelles situations. Dès lors, ne faudrait-il pas proposer une réflexion sur une pédagogie par alternance qui resterait à inventer, peut-être à abandonner, pour élaborer un apprendre mettant en valeur une triple dialectique, celle de l'apprendre, celle de l'intermittence, celle des rapports entre l'école et la vie. Mais là, nous prendrions un grand risque, celui de renoncer au concept d'alternance. Sommes-nous prêts à ce renoncement? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Vauban. Alors,
Alors vous l'aurez compris, hein, on va alterner